Comme promis, on parle aujourd'hui de carding, donc la fraude à la carte bancaire. Toutes les infos que vous allez avoir là, j'ai mis très longtemps à les avoir petit à petit en étant sur différents forums, notamment du dark web. Ce sera probablement pas exhaustif, ni forcément à jour, mais ça devrait vous donner déjà un bon aperçu de ce qui se passe en matière de carding. Alors si on se rend sur un petit forum de vente sur le dark web, on se rend compte que c'est quelque chose qui est quand même très à la mode. Et pour cause, c'est un moyen pour tous les pirates qui ont simplement un accès à internet de se faire des sous-sous de façon pas trop compliquée. De façon générale, le but des pirates, c'est d'avoir un maximum de thunes pour un minimum de risques. Et c'est pour ça qu'ils utilisent un certain nombre de techniques pour être le plus anonyme possible et pour sortir le plus d'argent possible. Là par exemple, si on regarde rien que sur la page d'accueil, on voit plusieurs tutoriels qui sont en vente par exemple pour vérifier si votre carte de crédit est dead, pour avoir l'encyclopédie du card ou pour acheter des cartes de crédit italiennes ou allemandes. Il y a un certain nombre de mots-clés que je vais devoir vous expliquer et qui sont pas forcément évidents à première vue. Donc, petit glossaire maintenant. On dit qu'une carte de crédit est dead quand elle n'est pas utilisable. C'est-à-dire que la banque l'a bloquée ou alors il n'y a plus d'argent dessus ou elle n'existe tout simplement pas. Fresh, c'est le mot qui est utilisé pour désigner une carte de crédit qui est très récente. C'est-à-dire que la probabilité qu'il y ait un certain montant d'argent et qu'elle soit valable, c'est-à-dire que la banque l'a pas bloquée, est très élevée. Par exemple, ici, on a des cartes de crédit italiennes, fraîches donc, qui sont vendues à 30 $. Ensuite, le cash out, c'est un mot qui désigne toutes les méthodes qui sont utilisées pour transformer de l'argent, qui soit sous forme de crypto-monnaie, sous forme de compte PayPal ou sous forme de carte de crédit, en argent réel sur un compte bancaire ou en liquide. C'est en général à partir de ce moment-là que le pirate considère avoir réussi sa fraude. Donc là, par exemple, on peut voir un tuto faire du cash out de carte de crédit vers cash à 30 €. Le plus simple pour vous expliquer la procédure qui est utilisée par les pirates pour faire du carding, c'est qu'on va prendre tout simplement le plan qu'a fait ce superbe pirate. Donc, premièrement, les bases. Donc, le carding, c'est quoi? Le plus souvent, le cardeur va récupérer des données bancaires qui sont constituées du code sur la carte bleue, de la date d'expiration et du code inscrit derrière la carte. Il peut soit les acheter sur un forum du dark web ou alors récupérer ces informations lui-même. Et en général, ça va lui coûter entre 10 et 40 € pour acheter une carte qui peut avoir entre des centaines et des milliers d'euros. Là, vous êtes peut-être en train de vous dire, mais ils sont complètement fous, ces gens, de vendre ces trucs-là, enfin ces pirates. Pourquoi ils n'utilisent pas directement les cartes de crédit? Le truc, c'est que ça comporte un certain risque quand même. Et comme vous allez le voir, c'est pas non plus évident à faire. C'est donc pour ça qu'il y a un certain nombre de personnes qui apparemment préfèrent pirater des cartes à la chaîne et les revendre pour moins cher que ce qu'ils auraient pu en obtenir en faisant du carding par exemple. Quels sont les risques? Alors là, c'est là où je vais refroidir les plus téméraires d'entre vous qui voudraient se transformer en cyber escroc 2.0. Le carding, ça peut être puni de 7 ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende. Et ça concerne d'ailleurs globalement l'activité de contrefaire, falsifier des cartes de paiement ou de retrait, ou d'accepter en connaissance de cause des paiements qui sont faits à partir de cartes de ce type. Deuxièmement, l'anonymat. Vous vous en doutez, les différentes plateformes en ligne comme Amazon ou d'autres sites plus petits vont essayer d'utiliser des méthodes pour éviter au maximum les fraudes. Très concrètement, chaque utilisateur qui va tenter d'effectuer un paiement va au préalable recevoir une note de confiance. C'est cette note qui va leur permettre de dire si oui ou non un utilisateur et un paiement est de confiance ou pas. Il y a plusieurs critères qui sont pas exactement connus, bien entendu, tout ça se passe de leur côté, mais on sait tout de même qu'il y a notamment l'adresse IP qui est utilisée. Par exemple, si vous utilisez un VPN ou alors un proxy qui est connu des services d'Amazon par exemple, il y a probablement des chances pour qu'il rechigne un peu, pour qu'il vous demande des informations, des mots de passe, des choses comme ça. Si votre IP est tout simplement quelque part dans une blacklist, c'est-à-dire que des comportements suspects ont déjà été détectés dessus, pareil, vous y passez. Deuxièmement, différents paramètres sur votre navigateur, qu'on va pas forcément lister ici, mais on peut citer le user agent, des cookies qu'elle aurait pu poser auparavant, et globalement votre activité dans son ensemble sur le site. Et enfin, il va y avoir des critères un petit peu moins évidents, votre position géographique par exemple, si vous utilisez la carte bleue d'un Français mais que votre adresse IP elle est située en Corée du Nord, il y a des chances que ça passe pas. Si vous avez un comportement qui ressemble pas du tout à celui d'un utilisateur normal, plutôt à celui d'un robot par exemple, ça va être très compliqué également. Donc comment font les cardeurs pour essayer tant bien que mal d'éviter tout ça? Premièrement, pour résoudre le problème de l'IP, ils vont utiliser ce qu'on appelle des proxys. L'idée c'est de trouver un proxy qui n'est pas blacklisté, qui ne fait pas partie d'une liste connue de VPN ou de proxy, et qui est géographiquement situé pas trop loin de la victime. Et ça pareil, ça s'achète, ça se trouve, il n'y a pas de problème malheureusement. Et enfin, pour le problème comportemental, ils vont essayer d'adopter des attitudes de clients normaux, c'est-à-dire qu'ils vont venir sur le site entre 19 h et 22 h un lundi soir. Ils vont cliquer sur un lien dans un mail, plein de techniques pour essayer de convaincre la plateforme sur laquelle ils achètent que ce sont des clients legit. Bon, mais ça encore, c'est la partie simple, on va dire. Parce qu'aujourd'hui, dans la très grande majorité des cas, les paiements sur les différents sites web sont protégés par des technologies qu'on appelle Verified by Visa ou alors 3D Secure. Ce sont
des technologies qui sont activées sur quasi l'intégralité des cartes bancaires qui sont délivrées aujourd'hui et sur une très grande majorité des plateformes de e-commerce en ligne. Ces sécurités-là, elles ont la particularité de vous rediriger au moment du paiement vers la plateforme de votre banque. Et cette dernière va avoir le rôle de vérifier votre identité. Elle peut le faire soit via un SMS qu'on va vous envoyer, des questions de sécurité qu'on peut vous poser, bref, un certain nombre de critères qu'elles vont choisir. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que les e-commerce ont très intérêt à utiliser ça. Pourquoi? Parce que la responsabilité dans ce cas-là d'une fraude revient à la banque. À partir du moment où quelqu'un vous pique votre carte bleue, va sur le site de la Fnac et tente d'acheter quelque chose, il devrait normalement y avoir une vérification de la banque, surtout si c'est des montants importants. Et si jamais le pirate parvient à bypasser donc cette vérification, ce sera la banque qui sera responsable de la fraude et non le site e-commerce en question. C'est donc pour ça que dans ce super guide du quart d'heure, par exemple, on a une partie sur les sites cardables. Ce sont des sites qui en général ne sont pas encore très gros et n'utilisent pas ces sécurités-là. Et ces sites-là, pour les quarts d'heure, ça vaut de l'or parce que ça signifie qu'ils vont pouvoir se faire plaisir dessus sans aucune vérification. Et donc ils se les partagent, ils peuvent même se les vendre. C'est-à-dire que c'est même possible d'acheter l'URL d'un site pour ensuite acheter des objets avec une carte bancaire volée. Je sais pas si c'est un peu compliqué à suivre. Et ça leur évite beaucoup de complications parce que croyez-moi, VBV et 3DS, pour les contourner, ça commence à devenir vraiment compliqué, beaucoup plus que simplement acheter des cartes bancaires. Il va falloir potentiellement pirater le téléphone de la victime pour récupérer le code par SMS. Ça devient tout de suite un autre niveau. Bon, une fois que c'est fait, le quart d'heure est très content, sa commande est passée, vous venez de vous faire piquer vos sous, vous êtes triste déjà, mais lui il va devoir se faire livrer quelque chose, sauf si c'est un produit non physique, mais en général quand c'est un produit physique, par exemple un téléphone, ça se revend très bien après, donc c'est très prisé, il va falloir se le faire livrer. Sauf qu'on le rappelle, un des buts du pirate, c'est de pas se faire choper, voilà, c'est de rester dans l'anonymat, donc normalement ils évitent de se faire livrer ça chez eux, que sinon ils se font rapidement retrouver. Donc ils vont envoyer leur colis dans ce que l'on appelle un drop. Un drop, c'est un endroit où vous pouvez vous faire livrer un colis qui n'est pas chez vous et qui a priori n'a pas de lien direct avec vous, donc chez un ami ça marche pas par exemple. Ils vont par exemple chercher des maisons abandonnées ou des bureaux de poste dans lesquels ils vont aller récupérer leur colis avec une fausse carte d'identité par exemple, bref n'importe quel endroit auquel ils puissent être livrés sans être trop incriminés. Il y en a même qui vont encore plus loin que ça et qui vont même pas eux-mêmes chercher le colis, qui vont employer ce qu'on appelle des pickers pour aller les récupérer et leur rapporter. Vous voyez quand même que c'est un processus assez complexe et pour cause, il y a vraiment des gens qui se font énormément d'argent avec des arnaques de ce type-là.